Donc, je m'adresse plus souvent à des conseillers d'orientation, des conseillers en information scolaire pour leur partager mon expérience auprès d'étudiants ayant différents handicaps, différents troubles ou particularités. Mais bien entendu, mon sujet, si on peut dire, de prédilection, c'est l'autisme et puis partager mon expérience avec des personnes autistes. Je suis heureuse de pouvoir m'adresser à des parents aujourd'hui. Je pense qu'il y a quand même quelques intervenants parmi vous, mais je suis heureuse de parler aussi à des parents. Je peux tout à fait comprendre que vous avez à la fois des préoccupations pour l'avenir de votre jeune et aussi parfois peut-être que vous vous sentez démunis dans la manière dont vous pouvez accompagner votre fille, votre fils dans les grandes étapes de la vie. Peut-être que vous êtes parent d'un enfant à l'école primaire, à l'école secondaire, peut-être même d'un enfant plus grand qui arrive toujours pas à trouver sa place dans le monde du travail. Sachez que moi, j'interviens beaucoup auprès de personnes, d'étudiants ayant un TSA, qu'on pourrait qualifier de niveau 1, donc ils ont besoin d'assistance occasionnelle. Et ma clientèle a, en général, autour de 18 ans, 17-18 ans et même, je dirais, jusqu'à 28-30 ans. Donc, vous serez donc indulgents si parmi vous, il y avait vous êtes des parents d'enfants très jeunes. C'est sûr que c'est un peu moins mon expérience. Et puis, je ne vais pas parler à travers mon chapeau, là, donc je vais surtout parler de mon expérience, mais on pourra quand même là, répondre à vos questions. Moi, je les rencontre plus tard sur la route, si on peut dire. Donc, comme Justine l'a dit, je suis conseillère d'orientation. Je travaille au Collège Montmorency à Laval. J'ai publié il y a quelques années un livre qui parle du choix professionnel et les personnes autistes. C'est un livre qui est disponible chez mon éditeur, Septembre Éditeur, ainsi que dans les Renaud-Bré et grandes librairies là, de ce monde. Et puis, si vous êtes curieux, je pense que Justine Leblanc pourra vous donner la référence. Plus récemment, j'ai aussi publié une trousse, un outil qui s'adresse aux intervenants du monde scolaire et de l'emploi pour les aider dans leurs interventions auprès de personnes ayant des difficultés de langage au sens plus large. On sait que les personnes autistes communiquent différemment, donc c'est ce qui m'a amené à concevoir un outil visuel pour les accompagner, mais cet outil visuel-là peut tout autant être utile pour des étudiants ou des personnes malentendantes, des personnes ayant de la dysphasie, ayant d'autres troubles de langage, d'apprentissage et aussi auprès de personnes dont le français n'est pas la langue maternelle. Quand on parle de jeunes ayant des besoins particuliers, je vous ai fait un petit peu, là, j'ai un peu mis la table sur ma clientèle ou mon expertise. Et puis, bien sûr, je rencontre, en fait, en nombre, je rencontre plus d'étudiants qui ont un TDAH. Euh, c'est une condition neurologique beaucoup plus fréquente que les autres, je dirais, hein. On estime à peu près à 7% au Québec les personnes ayant un TDAH. Donc, bien entendu, en volume, je rencontre beaucoup d'étudiants ayant un TDAH. Mais c'est sûr que je m'intéresse beaucoup, beaucoup à l'accompagnement de personnes autistes, d'étudiants autistes. Pour vous situer, à mon collège, ici à Montmorency, on a près de 8 000 étudiants. On a près de 1 000 étudiants ayant des besoins particuliers et 70 étudiants qui se déclarent autistes parmi tous ces étudiants-là. Troubles du langage, troubles de santé mentale aussi. Et je dirais que le trouble de santé mentale dont le plus d'occurrence au collège, ça serait le trouble anxieux. Et ça n'empêche pas, vous le savez, si vous êtes parent d'un jeune ayant euh, un trouble du langage, TDAH ou un jeune autiste, que l'anxiété est aussi présente quand on a d'autres difficultés. Troubles d'apprentissage comme la dyslexie, la dysorthographie, dyscalculie et puis les limitations fonctionnelles. Je pense quand même que parmi vous, plusieurs personnes ont de l'intérêt pour l'autisme ou ont un enfant autiste ou interviennent auprès de personnes autistes. Donc, je me suis permis de prendre quand même quelques mots. Je pense que vous connaissez peut-être déjà les bases, mais c'est toujours bon hein, de se donner un vocabulaire commun, puis de s'assurer qu'on parle des mêmes choses quand, par exemple, on parle d'autisme. Lorsque j'ai plus de temps dans des formations que je donne, je prends le temps d'interagir avec les participants, de vous poser des questions. Là, on a quand même un temps limité, alors je vais un peu plus dérouler là, mon contenu, mais n'hésitez surtout pas si vous voulez intervenir, de le signaler dans le chat. Puis Justine, elle va me faire un petit signe pour que je puisse réagir ou répondre à vos commentaires, vos questions. Donc, tout d'abord, moi, je vous dirais là, que
je considère l'autisme comme une condition neurologique, presque une façon d'être. Ça reste que dans le manuel diagnostic, on parle d'un trouble. Je suis persuadée que la personne autiste et sa famille, ses proches, vivent la souffrance associée à cette condition-là. Mais moi, je le considère comme une condition. Un petit peu de la même manière qu'une personne, par exemple, en transition de genre, une personne racisée, peut vivre la souffrance par le fait qu'elle est différente ou minoritaire, mais qu'en tant que telle, ce n'est pas souffrant, hein. C'est de ne pas pouvoir bien fonctionner avec ses pairs, dans la société, de ne pas sentir qu'on a notre place, qui est souffrant, mais pas la condition neurologique comme telle. Je pense que si 99 des êtres humains étaient autistes, eux ne seraient pas en situation de handicap, on ne dirait pas que c'est un trouble. Alors, ce serait les neurotypiques qui seraient en situation de handicap et de trouble. Donc, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais c'est présent dès la naissance et ça se manifeste surtout sur la communication verbale et non verbale. En bas âge, les enjeux sont beaucoup dans l'acquisition du langage puis l'apprentissage à l'école. Plus tard, quand on pense à l'emploi, bien, ces difficultés-là vont être de moins en moins en lien avec l'apprentissage académique, qui va pour beaucoup s'être quand même stabilisé. L'enjeu va être beaucoup dans l'emploi, hein, trouver du travail, naviguer dans les relations interpersonnelles, maintenir son emploi. Les défis sont un peu plus là. Difficultés dans les relations humaines, donc des personnes qui sont peut-être parfois un peu plus orientées vers les faits et les objets, c'est plus constant, prévisible et rassurant. Des intérêts restreints et des comportements stéréotypés. Donc ça, on pourrait dire que ce sont les bases là, du diagnostic, si on peut dire, de l'autisme. Les intérêts restreints, je vais y revenir quand même parce que je pense que si vous êtes parent ou accompagnateur d'une personne autiste, d'un jeune autiste, l'intérêt particulier, la passion particulière de ce jeune-là va souvent être le point de départ d'une réflexion sur un choix de carrière. Ça peut être un bon point de départ, ça peut être aussi parfois une fausse piste. Alors, on pourra en reparler un petit peu plus tard. Les personnes autistes aussi vivent des particularités cognitives et sensorielles qui sont très importantes à tenir en compte dans le choix d'un milieu scolaire, dans le choix d'un programme d'études, dans le choix aussi d'une profession et surtout des conditions de travail. Parfois, quand je prends le temps d'écouter les jeunes autistes que je rencontre, quand je leur pose des questions, j'en finis par comprendre que des difficultés qu'ils vivent sont parfois simplement associées à une hyperréactivité sensorielle, par exemple, une sensibilité au bruit, à certaines textures, au son, aux lumières, et que ces particularités-là font en sorte que dans tel cours, ça ne fonctionne pas, dans tel milieu, ça ne fonctionne pas, et que si on faisait juste accommoder pour pas qu'il y ait cet irritant-là, la personne serait fonctionnelle. On s'entend, hein? Nous tous ici, on ne voudrait pas travailler à côté d'un marteau-piqueur à côté de nous. Euh, Heureusement, les chantiers de construction sont faits de sorte que les marteaux-piqueurs ne sont pas dans les bureaux. Mais pour certaines personnes autistes, certains bruits peuvent avoir le même impact sur la concentration que pour nous, un marteau-piqueur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien tenir ça en compte. Quelques mots sur les troubles de santé mentale. Peut-être que c'est un petit peu moins ce qui concerne les personnes que vous accompagnez ou vous rencontrez, mais je tenais quand même à nommer quelques aspects de la clientèle, dans le fond, que je consulte et qui contribuent à ma vision de l'intervention en orientation et dans le choix professionnel. Donc, stress, anxiété, troubles anxieux, troubles de l'humeur, dépression, bipolarité, troubles alimentaires, autres. Je voudrais que ces dernières sessions, c'est beaucoup ce type de troubles qui afflige les personnes que je rencontre. Et autant que je disais que pour moi, l'autisme est une façon d'être qui n'est pas souffrante en tant que telle, mais c'est de s'adapter à un monde pas fait pour nous qui est difficile. Au contraire, en santé mentale, c'est très souffrant. Il y a beaucoup de souffrance. Et il est possible qu'une personne autiste ait à la fois un trouble anxieux ou à la fois vive une dépression, différentes difficultés, même des troubles alimentaires qui sont parfois associés à l'hyperactivité sensorielle, comme d'être trop sensible à certaines textures, à certaines odeurs, à certains goûts. Donc, on peut retrouver ça aussi. Donc, cela affecte les relations, les activités familiales, sociales et professionnelles.
Ça va parfois entraîner une interruption d'études. Je rencontre une certaine quantité d'étudiants autistes qui me racontent qu'à l'école secondaire, ils ont vécu une période de plusieurs mois où ils étaient retirés de l'école, qui ont même vécu des hospitalisations en raison d'une période dépressive ou de trop grandes difficultés. Donc, quelques symptômes, on peut parler de fébrilité, de fatigue, d'irritabilité, de troubles de sommeil, difficulté à se concentrer, trou de mémoire. Toutes des choses très difficiles quand on doit ensuite rentrer aller à l'école, faire des examens, se concentrer, performer, apprendre. Beaucoup d'étudiants que je rencontre ont des troubles de sommeil qui peuvent être des fois en partie liés à l'exposition peut-être à trop d'écran, mais aussi beaucoup là, à l'anxiété. Puis il y a tout un volet là, du trouble de sommeil en lien avec les personnes autistes qui dépasse largement le but de la rencontre d'aujourd'hui, mais dont je pourrais vous parler, là. Parlons maintenant de choix professionnels ou en tout cas de choix scolaires, d'orientation scolaire et professionnelle. Il y aurait comme 3 grandes étapes à faire un choix pour s'y sentir bien. Hein. D'abord, de faire un choix éclairé. Pour les personnes autistes, faire un choix éclairé, ça implique aussi de se préparer à la transition vers un autre cycle d'études. Si on pense à un jeune qui est à l'école secondaire et qui veut commencer le cégep ou un DEP, si on pense ensuite au jeune qui est au cégep et qui veut, par exemple, aller à l'université. Puis par la suite, il y a tout le volet de l'intégration en emploi. Et à chacune de ces étapes-là, il y a des enjeux différents. Mais dans mon travail comme conseillère d'orientation, je tiens compte de tout ce cycle-là. Parce que pour le jeune que je rencontre, le monde du travail peut générer énormément d'anxiété et puis ça peut rendre très difficile de faire un choix éclairé. Euh, je ne sais pas si ça peut vous faire penser non, je vais présenter cette étape dans un instant, aux jeunes que vous connaissez. Mais beaucoup de personnes autistes ont énormément de difficultés avec les choses qui sont non visuelles et abstraites. Hein. Donc, ce qui est pas concret, ce qui n'est pas visuel, c'est très difficile. Difficile à apprendre, à acquérir, à intégrer. Donc, le futur, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher, on ne le connaît pas, on ne peut même pas l'apprendre théoriquement. On ne peut même pas lire sur le futur. Donc, le futur des jeunes est très anxiogène. En général, plus qu'on vieillit et quand on a un fonctionnement plus typique, on est capable, je pense, d'avoir des outils cognitifs pour nous faire une forme d'imagination. Le jeune non autiste que je rencontre est peut-être tout autant qui inquiète son futur, mais il réussit à trouver des mécanismes avec des mécanismes cognitifs pour se créer un monde, si on peut dire, où il se sent confiant vers le futur. Hein. Il va se projeter dans l'avenir. Il va calquer l'expérience de ses parents, des choses qu'il a vues à la télévision. Pour la personne autiste, c'est souvent comme un trou noir. Des fois, je le dis aux étudiants autistes, pour toi, le futur, c'est quoi? Je ne vois rien, justement, c'est ce qui me rend tant anxieux. C'est le trou noir. Je ne vois rien, je n'arrive pas à imaginer ce qui s'en vient. Donc, j'accompagne l'étudiant, même s'il est très jeune et je sais qu'il est très loin du marché du travail, je suis à l'écoute de toutes ces préoccupations-là. Bon, un acétate un petit peu chargé, vous me direz, mais décortiquons un petit peu le choix éclairé. Donc, il y a différentes étapes qu'on doit parcourir pour faire un choix éclairé et ça commence vraiment par la connaissance de soi. Comment mieux se connaître? Puis, moi, je travaille beaucoup avec les personnes en situation de handicap avec les compétences. Parce que, puis on va peut-être pouvoir y revenir sur les intérêts particuliers, là, mais que dans le fond, ce qui est difficile pour les personnes en situation de handicap, souvent, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Ils ont essuyé beaucoup d'échecs, ils ont vécu des deuils, plein de choses qu'ils ne peuvent pas faire comme les autres ou qui vont faire beaucoup plus en retard que les autres. Et ça elle affecte beaucoup l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, le point de départ pour pouvoir se projeter dans le futur et se dire: «Moi, je plonge vers l'inconnu, là. Je me lance. C'est l'inconnu, mais je pense que je vais être capable» pour avoir cet ingrédient-là magique de plonger vers l'inconnu, ça prend de la confiance en soi. Et la confiance en soi, on va la bâtir avec le sentiment de compétence. Qu'est-ce que tu es capable de faire aujourd'hui? Puis qu'est-ce que tu penses que tu vas être capable de faire demain? Puis de faire encore un petit peu mieux. Puis si tu étudies dans un programme d'études, tu vas le faire encore mieux. Et puis un jour, un patron va vouloir te payer pour ça. Donc moi, je travaille vraiment beaucoup sur le sentiment de compétence. Ensuite de ça, se préparer à un autre cycle d'études peut demander aussi quand même beaucoup d'énergie parce que pour des personnes anxieuses, autistes ou pas, encore une fois, l'inconnu est anxiogène et avant de pouvoir dire oui, je
signe le formulaire de demande d'admission, je me lance au cégep, je me lance dans un DEP. Ça va prendre beaucoup d'étapes très concrètes, hein, d'aller faire des visites, des stages d'un jour, de pouvoir voir là, pour se repérer dans la future école et se dire, OK, oui, c'est un peu moins inconnu et je suis prêt à me lancer. Ensuite de ça, bien, intégrer le marché du travail, c'est quand même plus loin pour beaucoup des jeunes que je rencontre, mais néanmoins, il y a différentes étapes là. Peut-être que je vais moins les élaborer, celles-ci. Je pense que le morceau qui va peut-être plus vous intéresser si vous êtes un parent d'un jeune en situation de handicap et plus particulièrement si vous êtes parent d'un jeune autiste, c'est de l'aider à apprendre à mieux se connaître. Parce que se connaître, c'est pas facile pour tout être humain. À l'adolescence, surtout, hein, l'adolescence est une période importante de transformation. On n'est plus tout à fait la personne qu'on était enfant. On n'est pas encore non plus un adulte. Les jeunes non autistes ou les jeunes qu'on pourrait dire typiques ont quand même beaucoup d'occasions de vivre des expériences pour développer leur connaissance de soi. Ils vont s'engager peut-être dans des activités sportives, des activités de loisirs, des comités étudiants. Ils vont avoir un emploi étudiant, ils vont avoir un groupe d'amis peut-être plus élargi. Pour les personnes autistes, c'est plus difficile. Puis souvent aussi, ils sont comment dire, débordés par la journée à l'école et par l'apprentissage des matières obligatoires. Donc, on ne leur demandera pas en plus de faire partie de faire du patinage artistique et puis de travailler le week-end. Et puis, donc, on comprend que les jeunes autistes ont moins d'engagement étudiant, moins d'implication extrascolaire, mais ça demeure un défi pour découvrir des nouveaux intérêts ou des nouvelles compétences. Donc, c'est sûr que, un choix professionnel commence souvent par les intérêts, intérêts généraux. Est-ce que tu aimes plus les sciences, les maths, les sciences sociales, géographie, histoire? Souvent aussi, les personnes autistes vont avoir des intérêts particuliers. Je vous disais que j'allais en parler un peu plus. Hem, je rencontre beaucoup de jeunes qui ont une passion particulière pour un sujet qui est très pointu. Et qu'après ma barre, ça pourrait nous donner le goût de leur dire, ben, ça t'intéresse beaucoup, donc on va essayer de regarder quel genre de métier tu peux faire en lien avec ta passion. Pour certains, ils sont rares, mais il y en a certains chanceux pour lesquels c'est réaliste. L'exemple typique, ça serait le jeune à 14-15 ans qui fait déjà de la programmation parce qu'il écoute sur YouTube des tutoriels sur comment programmer, puis que ça, sa famille travaille en informatique et puis que lui, sa passion, c'est l'informatique. Mais il va pouvoir sûrement étudier en informatique, travailler en informatique et puis faire un beau parcours en ligne droite. Ils sont rares, ils sont très, très rares, ces jeunes autistes-là. Ils existent, j'en rencontre, ils sont rares. Hem, souvent, l'intérêt particulier va provenir souvent de quelque chose lié à l'enfance. L'intérêt particulier aussi amène beaucoup d'apaisement, par rapport à toutes les frustrations que le jeune peut vivre sur les relations sociales difficiles. Donc souvent, l'intérêt particulier relève plus du monde imaginaire, donc ça va être les mangas, les jeux vidéo, le Japon, tel auteur, ou ça va être des intérêts dans quelque chose de très, très, très pointu. Je rencontre un jeune notamment dont son intérêt particulier est en lien avec la logistique de transport, mais dans un sens très, très particulier à gérer le flot de circulation d'automobiles. Tu sais, vous voyez, c'est très pointu. Ça ne peut pas toujours se traduire comme un emploi. Je rencontrais aussi un jeune dont sa passion particulière était les films Star Wars et tout le monde de Star Wars, les personnages, les films, tout le tralala. Puis je me suis déjà retrouvée à lui dire, ben, tu sais, tu t'imagines bien qu'on peu de gens vont te payer à être un spécialiste de Star Wars, donc il faut qu'on trouve de quoi autour de ta passion particulière. Donc, moi, j'encourage les personnes autistes à nourrir leur passion particulière parce que c'est ce qui leur apporte du bien-être. Donc, j'encourage à continuer de s'adonner à sa passion particulière, mais ce que je fais avec la passion particulière d'un jeune autiste par rapport à une future profession, c'est de voir pendant les heures qu'il passe sur ses jeux vidéo ou à écouter des films de Star Wars ou peu importe la passion qu'il a, quelle autre compétence alentour il développe? Il passe des heures là-dessus. Pendant que les autres amis, pendant que les autres jeunes de son âge sont en train de socialiser, puis c'est très bien, bien lui, il passe des heures à développer quand même quelque chose qui peut, après ma bande, nous apparaître pas tant constructif, mais moi, je suis persuadée qu'il y a des compétences que le jeune développe, puis je travaille à les décortiquer avec ce jeune-là. D'où toute l'importance des compétences. C'est peut-être un travail plus qu'un conseiller d'orientation peut faire qu'un parent, mais néanmoins de poser des questions. Comment tu classes toutes tes figurines? Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a une forme est-ce que tu prends des notes? Comment tu organises ces connaissances-là dans ta tête? Bien, on parle de compétences, d'organisation, de classement.
La personnalité, c'est sûr que c'est important, puis souvent, la personnalité du jeune autiste ou en situation de handicap sera quand même proche de qu'est-ce qui le distingue des autres. Donc, c'est sûr que ça peut, surtout si on pense à des personnes autistes, ça peut parler de particularités en lien avec l'autisme. Mais ce qui n'est pas évident dans l'autisme ou même autres conditions neurologiques, c'est que c'est pas toujours évident de démêler qu'est-ce qui relève de la structure neurologique ou simplement de sa personnalité. Mais il faut bien tenir compte tu sais, du caractère d'être plus peut-être introverti ou d'avoir d'être plus sensible ou moins sensible ou d'être plus rationnel. Donc, on regarde tout ça ensemble. Les valeurs aussi sont très importantes à tenir en compte parce que les valeurs vont être quelque chose qui va être très stable dans le temps. Donc, ça ne nous dit pas quel métier la personne pourra faire. Les valeurs, mais ça nous parle quand même de grands domaines professionnels dans lesquels la personne va se sentir à l'aise. Les besoins, c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel je m'attarde beaucoup. Par exemple, besoin de pouvoir travailler, puis ça chevauche les conditions de travail, là, mais de pouvoir travailler à son rythme, de ne pas travailler forcément à temps plein, d'avoir besoin de consignes très claires, dans son travail, d'avoir besoin de concret, d'avoir besoin d'une formation plus courte parce que la scolarité commence à être longue. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes qui finissent le secondaire à l'éducation des adultes. Sachez que beaucoup de jeunes au cégep que je rencontre arrivent ici à 19 ans, 20 ans, 21 ans, puis ils ont un très beau parcours au cégep. Donc, pour les parents qui sont peut-être inquiets, est-ce que mon jeune va décrocher son DES? Est-ce qu'il pourrait faire de quoi après son DES? La réponse, c'est en bonne proportion, oui, en tout cas dans ceux que moi je rencontre. Donc, je vous en ai parlé un petit peu, mais miser sur les compétences, hein, je vous disais que c'est quelque chose qui est quand même très fondamental dans mon approche. Parce qu'elles sont aussi plus stables dans le temps. Donc, je vous parlais de tout ce qui est la confiance en soi, l'estime de soi, mais aussi parce qu'elles sont plus stables dans le temps, alors que les intérêts peuvent varier. Donc, autant on peut avoir un jeune qui a un intérêt particulier pendant de très nombreuses années. On peut aussi avoir des jeunes qui ont un intérêt très éphémère et puis ben, pendant quelques mois, ils s'intéressent à tel sujet, puis tel autre mois, ils s'intéressent à un autre sujet. Et puis, j'en rencontre des jeunes qui ont commencé un programme de cégep, puis ça les intéresse plus, sont ailleurs. Donc, ils se rendent compte aussi qu'ils n'ont pas tout à fait les compétences requises. Alors, c'est très important de se dire, bien, peut-être que le programme d'études qu'on regarde, il y a moins de passion, il y a moins d'intérêt, mais c'est pile dans toutes tes compétences. Donc, tu vas être heureux dans ce domaine-là parce que tu vas te sentir compétent. Puis ta passion particulière, bien, tu pourras aller la chercher dans tes temps libres. Comme beaucoup d'adultes parmi nous faisons, là, on a notre emploi, puis dans nos temps libres, on peut s'adonner à des activités qui sont de l'ordre du loisir. Donc, je rencontre aussi des jeunes qui m'ont dit qu'ils ont commencé un programme suite à la démarche d'orientation que j'ai faite avec eux et que sur le coup, ils étaient confiants qu'ils allaient bien réussir, il y avait moins de pétillants, puis là, ils se rendent compte qu'ils aiment ça beaucoup et qu'ils développent l'intérêt. Hein. On apprend à aimer tu sais, on aime ce qu'on connaît, donc tant qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas l'aimer. Tu sais, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Aussi, ce qui est très important, je pense, comme parent et comme accompagnateur, à discuter avec un jeune en situation de handicap, c'est la correspondance entre les intérêts et les compétences. Hein. Donc, on peut, mon exemple le plus classique qu'on retrouve souvent chez les personnes autistes, les jeunes autistes, je rencontre beaucoup de jeunes autistes qui sont passionnés par l'histoire. Ils ont énormément de connaissances historiques. Ils vont lire des livres, écouter des documentaires. Ils accumulent beaucoup de connaissances. Ils aiment ça, de pouvoir comprendre le passé, puis ça les fascine et puis c'est facile pour eux d'acquérir ces connaissances-là. Alors, ils me rencontrent en me disant: «Beh, peut-être que je pourrais devenir prof d'histoire parce que j'aime l'histoire et j'ai beaucoup de connaissances historiques». Mais on sait bien que de d'enseigner une matière requiert certaines compétences qui sont différentes d'accumuler des connaissances dans cette même matière-là. Ça fait appel à différentes composantes. Le prof d'histoire doit connaître l'histoire, on s'entend. Mais un enseignant, surtout au secondaire, doit avoir des habiletés sociales, des habiletés de communication orale, de pouvoir bien gérer son stress, de pouvoir développer des relations significatives avec les élèves. Donc, au-delà de la connaissance historique, on s'attend de certaines choses d'un enseignant. Est-ce que le jeune qui a devant moi, il a ces compétences-là? Parce que s'il ne les a pas, ça se peut qu'il soit très déçu de commencer un baccalauréat en enseignement en histoire et puis de cesser au bout d'une session ou deux, au premier stage habituellement, parce qu'il se rend compte qu'il
il n'est pas à l'aise à interagir avec les enfants ou les autres élèves. Donc, il faut un petit peu, des fois, se poser la question entre l'intérêt et puis ensuite de ça, les compétences qui sont requises pour le poste. Même chose aussi pour, par exemple, quelqu'un qui aurait des compétences artistiques. Puis, ou bien, en fait, l'exemple le plus classique, c'est j'aime les jeux vidéo, ben, je veux étudier en informatique pour programmer des jeux vidéo. C'est deux mondes, hein, à jouer à des jeux vidéo et à être un champion dans tel jeu. Et de peut-être même des fois comprendre un petit peu comment le jeu vidéo a été bâti. C'est une chose. Mais la programmation informatique, c'est complètement autre chose. Puis, on peut sourire, peut-être que mes exemples vous font sourire, mais je vous parle de cas réels et très fréquents, là. L'histoire pour l'enseignement d'histoire et puis l'informatique, parce que donc des étudiants, j'en ai plusieurs, là, même je peux penser à 4 étudiants cet automne qui ont commencé cet automne notre technique en informatique ici au cégep, des étudiants autistes, là, je vous parle, et puis qui ont quitté parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun intérêt pour la programmation. Ils sont intéressés par les technologies en général, utiliser des jeux vidéo, mais eux, c'est l'aspect imaginaire des jeux vidéo qu'ils aiment. C'est le monde imaginaire, l'aspect graphique qu'ils aiment, pas la programmation informatique. Donc, c'est correct, il fallait le tester, il fallait le vivre, mais dans le fond, on va travailler un peu plus à trouver quelque chose qui va être dans leur champ de compétences. Puis les jeux vidéo, ça sera pour le week-end, pour les soirs. Ce que je viens de dire, dans le fond, m'amène à cet acétate-là où je parle de valider son choix par des actions concrètes. Je peux bien, moi, ou vous, comme parent, vous pouvez montrer des sites web, on peut lire des descriptions d'emploi, des descriptions de programmes d'études. Ça reste très abstrait. C'est du verbal. Et puis, pour des jeunes en situation de handicap, troubles d'apprentissage, autistes, dysphasiques, lire des mots est fatigant, en comprendre le même sens que ce que l'auteur voulait dire ou ce que nous, on veut dire, ça aussi, ça demande quand même beaucoup de concentration, d'abstraction. Donc, tout ça, c'est la point de départ, l'information écrite, mais moi, j'encourage fortement tout jeune, mais encore plus des jeunes autistes, à tenter de valider, faire une activité élève d'un jour, au minimum aller aux portes ouvertes. Là, je comprends que le confinement, la pandémie a été très dur pour ce volet-là, pour le choix de carrière des jeunes, parce que les portes ouvertes étaient virtuelles, on ne peut pas faire d'élèves d'un jour. Tout ça a été mis au ralenti. C'était quand même dommage, mais je sens là, que les activités en présentiel reviennent. Ça va être de nouveau possible. Et c'est fondamental parce que pour beaucoup de jeunes autistes, tant qu'ils ne l'ont pas vu, touché, expérimenté, ils ne pourront pas nous dire si j'aime ça ou j'aime pas ça. Puis souvent, quand je parle de profession à des jeunes autistes, ils me disent je ne sais pas. Je ne sais pas. Et je comprends que leur je ne sais pas, il est sincère. Ils ne peuvent pas me répondre tant qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Donc, je leur suggère dans ce cas-là d'aller faire des activités de validation et de revenir me voir après. Je le comprends, alors je ne le sais pas, là. Aussi, comme parent, parce que moi, comme intervenante, ça ne me pose pas de soucis, mais peut-être que comme parent, ça en pose un peu plus de soucis, c'est de tolérer les changements de programme parce que c'est une façon de valider dans le réel. Donc, ça peut sembler décourageant quand notre jeune commence un programme, là, je parle de jeunes qui seraient au collégial, là, parce qu'au secondaire, on a des options, mais sinon, c'est un cursus linéaire. Mais au cégep, si vous avez un jeune qui a commencé un programme, qui a arrêté, qui en recommence un autre, qui a arrêté, de loin, ça donne l'impression quand même que notre jeune tourne en rond. Et c'est vrai que les jeunes que je rencontre qui changent souvent de programme le vivent aussi difficilement dans le sens: «Ah, je suis bien perdu». Ils le vivent négativement d'une certaine manière, mais en même temps, moi, je les encourage à voir le positif à ces expériences-là. C'est une expérience, c'est une validation. Puis à chaque fois, les jeunes apprennent sur lui. Ça va être beaucoup plus long, j'en suis d'accord. D'ailleurs, les démarches d'orientation que je fais avec les jeunes autistes sont beaucoup plus longues qu'avec les jeunes non autistes. Certains jeunes, je les rencontre. Il y a un jeune que je rencontre depuis l'an dernier et j'en suis à ma 30e rencontre. C'était des rencontres virtuelles l'an passé, là. Et là, on est arrivé à quelque chose, à un choix éclairé. C'est génial. Mais il faut accorder beaucoup de temps, là. Je suis privilégiée d'être dans un milieu qui me permet d'avoir autant de rencontres. Soyez aussi indulgents envers les conseillers d'orientation des écoles secondaires. Si vous avez un jeune à l'école secondaire, dans les écoles secondaires, les conseillers n'ont pas ces conditions de travail-là. Ils ne peuvent pas accorder autant de rencontres à un élève. C'est dans la structure il faudrait aller voir le ministère de l'Éducation pour dégager plus de fonds pour des conseillers d'orientation. Au cégep, on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes. On a plus de jeunes qui ont déjà fait leur choix, donc on peut se permettre plus de rencontres par étudiant.
Donc, je me devance, ça prouve que je suis cohérente dans mes idées. Donc, vraiment, c'est important de dédramatiser la peur de se tromper. Puis moi, j'en parle beaucoup aux jeunes. Je comprends que le jeune qui s'apprête à faire un choix vers la nouveauté et c'est insécurisant, euh, il, s- il se dit si je me trompe, je vais vivre de la honte, je vais décevoir mes proches. C'est sûr que c'est pas positif quand on se dit ça me plaît pas puis je change. Mais c'est pas négatif non plus. Il y a autant de positifs que de négatifs, fait qu'on va se concentrer sur le positif puis de rebondir. Et moi, mon travail, c'est d'aider les jeunes à ce que le prochain choix soit le plus possible le bon choix, en considérant quand même qu'il y aura des apprentissages. C'est pour ça aussi que j'encourage pour un jeune qui serait, mettons, vers la fin du secondaire, un jeune autiste surtout, euh, qui serait vers la fin du secondaire, j'encourage le jeune qui souhaite aller au cégep, mais qui a peur de l'inconnu, qui ne sait pas encore vers quel domaine se diriger. J'encourage beaucoup l'option du cheminement tremplin deck, dans lequel l'étudiant aura surtout de la formation générale et l'occasion de faire des cours exploratoires, parce que c'est une période de transition qui peut être très bénéfique. Donc, le jeune qui est en secondaire 5, 4 ou 5, puis qui ne sait pas trop encore, bien, faire une année de tremplin deck, ça ne l'engage pas encore à un programme. Donc, il ne se trompe pas. Il commence de la formation générale, il peut faire quelques cours pour ensuite, en deuxième année, faire un choix plus ferme. Donc, c'est comme un entre-deux. On met les pieds dans le cégep, mais on ne s'engage pas tout de suite dans un programme. Donc, on n'essuie pas un échec, entre guillemets, là, si on se retrouve dans un programme qui nous déplaît. Une autre chose super importante pour les personnes autistes surtout, mais ça peut s'attribuer à des jeunes qui ont d'autres défis, c'est que c'est moins mon champ d'expertise, donc je n'aurais pas d'exemple à vous donner. Mais c'est trouver des modèles d'adultes, comme là, j'ai noté ici adultes autistes, qui ont réussi professionnellement. Donc, ça peut être aussi trouver un modèle d'un adulte qui a un handicap que votre enfant ou la personne que vous accompagnez a et qui a réussi professionnellement. Moi, j'en ai quand même plusieurs. Puis, si jamais vous avez des questions que vous assignez à Justine Leblanc, à la limite, je pourrais lui fournir des références. Il y en a plusieurs, des modèles québécois, des modèles à l'étranger. Donc, des adultes autistes qui ont écrit des biographies qui parlent de leur expérience. Si je pense à l'humoriste Louis T, ça peut être un exemple. Il y a Brigitte Harrison, une autiste travailleuse sociale, qui a une clinique d'intervention à Québec, qui a écrit de nombreux livres. Ce sont toutes des personnes. Il y a un musicien-compositeur, Antoine Ouellette, qui est aussi chargé de cours à l'UQAM. Il a écrit un livre sur son parcours. Donc, plein de modèles de personnes qui se disent, ben, ça n'a pas été facile. Si je peux, par mon expérience, aider des jeunes à ne pas faire les erreurs que j'ai faites, tant mieux, mais je suis quand même heureux en emploi, j'ai une carrière, je réussis. Ça n'a pas toujours été facile, mais je réussis. J'ai eu l'occasion d'inviter à mon collège des personnes autistes, notamment Louis T, Antoine Ouellette, des personnes qui sont pu venir visiter les étudiants que je rencontre. Et suite au témoignage de ces personnes-là, il y a quelques étudiants que je rencontre qui ont validé, confirmé leur choix professionnel en écoutant cette personne-là, puis en se disant, si lui était capable, bien, ça veut dire que moi aussi, je suis capable. Et ça, c'est un gros défi pour certains jeunes en situation de handicap dont les parents ou la famille proche n'ont pas la même condition. Mais ils se disent, bien, mes parents, ma soeur, mon frère, eux, ils réussissent, mais eux ne sont pas autistes, fait que c'est normal qu'ils réussissent. Moi, j'ai-tu ma place? C'est très difficile pour eux de se projeter dans l'avenir sans modèle qui leur ressemble. Donc, plusieurs biographies ou documentaires qui peuvent être utiles pour ça. Donc, c'est sûr qu'une autre chose qui est très importante, parce que pour certaines personnes anxieuses ou autistes, se mettre à l'action, se mettre à la tâche, surtout quand c'est de quoi de nouveau, c'est une grosse étape, c'est très difficile. De répéter la routine qui a été répétée longtemps, ça va, mais de s'engager dans l'action vers l'inconnu, c'est vraiment très difficile. Donc, avec les étudiants que je rencontre, je fais un plan d'action très formel, très clair, sur papier, écrit noir sur blanc, le plus possible même avec des dates pour que ce soit le plus concret possible. Donc, je vous donne un exemple. Mais par exemple, un étudiant, bon, OK, le 27 février, tu vas faire ta demande dans tel programme. Le 15 février, tu vas aller à la porte ouverte de telle école. On écrit ça, on met ça dans les calendriers des téléphones cellulaires pour vraiment aider au passage à l'action. Donc, ça peut sembler relever de l'évidence. Entre neurotypiques, ça relève de l'évidence. Si je rencontre un jeune qui est non autiste, un jeune, pardon, qui a une dyslexie, puis je lui dis, va à la porte ouverte, tu sais, je t'envoie le lien du site de Cégep, je ne sais pas quoi, va à leur porte ouverte. Je sais qu'il va pas mal se débrouiller, puis il va probablement se mobiliser puis se mettre à l'action. Alors que pour un jeune autiste, il faut vraiment être beaucoup plus encadrant.
Si vous êtes parent, vous allez accompagner votre jeune autiste dans ces rencontres-là, sachez que là, je ne peux plus faire ça, j'ai trop de travail, j'ai trop d'étudiants. Mais à une époque où on avait moins d'étudiants, il m'est même arrivé de partir ici, de mon bureau avec un étudiant autiste, de prendre le métro à la station de métro en face du collège et de l'accompagner à faire une visite dans l'entreprise pour voir si le travail lui convenait. Donc, je pense que s'il n'était pas avec moi, il ne serait pas allé. Puis en plus, anecdote, ce jour-là, donc on traverse le boulevard de l'Avenir ici, on se rend à la station de métro, il y avait une panne majeure de métro. Et là, lui, s'est comme décomposé. Puis si je n'avais pas été là, il ne serait jamais allé à sa visite, là, c'est sûr. Ça a été formateur pour lui. J'ai montré comment se comporter quand il y a une panne de métro. En fait, on se comporte assez aisément, on reste calme, puis on fait la file pour prendre l'autobus de service, là. Mais ça a été très formateur, mais il avait besoin d'un accompagnement très concret là, pour s'engager dans l'action, là. Puis, tu sais, c'est ça. Donc aussi de donner un plan B. Souvent, le plan B, on ne l'utilise pas, mais c'est un peu une façon de rassurer, bien, si ça se passe mal, tu as quand même une porte de sortie, mais essaie le plan A, puis on a une porte de sortie juste pour te rassurer, là. Donc, en conclusion, moi, ce que je tiens le plus possible à vous communiquer, c'est que, les jeunes qui ont des besoins particuliers, là, ils ont peut-être autant de chances que les autres de réussir, mais il faut qu'il y ait le bon accompagnement. Il faut qu'il y ait les bonnes conditions. Pour avoir autant de chances, il faut qu'il y ait le bon accompagnement, il faut qu'il y ait les bonnes, conditions. Faut qu'ils, soient patients puis que leur environnement soit patient parce que ça va être plus long. Puis c'est tout le principe d'accommodement dans les écoles, hein, c'est de donner les chances égales aux personnes. Et ça, je pense que c'est ce qui parfois irrite des jeunes que je rencontre qui ont peut-être maintenant 27, 28, 29 ans, qui sont encore au cégep et qui disent: Je vais-tu un jour devenir autonome? La réponse est oui, mais beaucoup plus tardivement. Ça prend quand même beaucoup de patience. Je rencontre des adultes autistes qui ont été diagnostiqués tardivement, qui me disent qu'eux, c'est autour de la fin trentaine, début quarantaine, qui se sont sentis vraiment autonomes au plan personnel. Donc, je ne veux pas décourager les parents dans la salle, mais c'est pour montrer qu'on finit par arriver à une pleine autonomie, mais dans certains cas, ça va être quand même beaucoup plus tardif, là. Aussi, il faut être très attentif comme parent à l'estime de soi de notre jeune, parce que c'est le point de départ du choix professionnel, c'est le point de départ de s'engager dans la nouveauté, de prendre des risques, parce que dans tout choix, il y a un risque. On ne sait jamais à 100 si ça va nous plaire, on ne sait jamais à 100 si ça va bien se passer. Moi, je dis aux étudiants, je ne peux jamais te garantir le 100, mais on va tout travailler pour que tu te sentes confiant dans ton choix. Donc, les jeunes se sous-estiment beaucoup, puis parfois sont sous-estimés par leur milieu scolaire et je m'inclus là-dedans. J'essaie de le faire le moins possible, mais moi, je pense à des cas d'étudiants qui sont arrivés tout nouvellement au cégep, puis je me dis: «Oh mon Dieu, il ne survivra pas à la session». Mais je disais, je le gardais pour moi. Puis ces jeunes-là, je pense à un jeune, ah oui, un jeune qui a un trouble du langage tellement sévère que j'ai de la misère à le comprendre. Et c'est vraiment un trouble du langage, là, mais j'ai de la misère à le comprendre un peu comme quelqu'un d'une autre origine là, qui parle avec un gros accent, là. Et puis je me suis dit: «Mais il ne survivra jamais une session. Il va je vois pas, j'y arriverai pas». Puis il a obtenu son DES avec des dispenses, donc il y a des matières de secondaire qui lui manquent. Mais finalement, savez-vous, ce jeune-là, il est dans un programme à forte teneur visuelle, on s'entend, mais il en est à sa quatrième session. Il prend moins de cours par session, 4 cours au lieu de 7. Il réussit. Donc, même le plus bienveillant des bienveillants, même la plus habituée des habitués, parfois cède à la tentation de sous-estimer des personnes. Mais je répète, quand on a les bonnes conditions, le bon accompagnement, quand on est patient, parce que ce jeune-là, son programme préuniversitaire va lui prendre presque 4 ans. Il faut qu'il soit patient, mais on y arrive, là. Et des jeunes qui me disent: «Ah madame, si vous saviez, on m'a dit au secondaire que j'aurais jamais mon DES, puis là, je suis en train de finir mon cégep». Mais oui, comme parent, faut essayer de vraiment prendre une distance des gens qui vont vous dire que votre jeune aura jamais ci ou jamais ça. On n'a pas de boule de cristal, à commencer par moi. Donc moi, j'évite les mots jamais ou c'est comme toujours parce que je ne sais pas. Je ne connais pas l'avenir. Et puis, des fois, nos jeunes ont des ressources insoupçonnées. C'est juste qu'ils n'étaient pas dans les bonnes conditions pour que ça s'exprime. Un peu comme une plante là, qui n'est pas dans le bon ensoleillement ou qui n'a pas la bonne hydratation, ben, elle va flétrir. Puis dans un bon climat, elle va fleurir. C'est la même plante. C'est juste. Puis la plante, elle ne peut pas changer.
elle subit les conditions de son milieu. Il faut que le jardinier s'occupe de lui donner des bonnes conditions pour qu'elle fleurisse, là. Puis il faut leur donner du temps, dans le fond, pour, miser sur, leur confiance en eux. Donc, je réalise que j'avais prévu un contenu léger et j'aime ça de même. Je me reconnais moi-même, parce que, souvent quand on fait des présentations, les conférenciers, on a plein d'acétates. On se rend compte qu'on manque de temps, puis on défile les acétates vite, vite, vite et on manque de temps pour les questions. Donc, moi, je préfère, vous entendre, puis pouvoir répondre à vos questions. Puis s'il y a moins de questions dans la salle, peut-être que, Justine peut, me demander des éclaircissements, des points de précision. Oui, génial, merci. Donc moi, comme j'avais dit au départ, je vais arrêter l'enregistrement.